Bonjour Amandine, Bonjour, merci de me recevoir chez toi et dans ton atelier. avec plaisir. C'est une première pour moi, comme tu sais, j'ai déjà fait pas mal de podcasts, mais il y a une chose que je n'avais jamais fait dans les podcasts, c'était d'expliquer le parcours des entrepreneurs avec qui je travaille et pourquoi je travaille avec certains entrepreneurs plus que d'autres, et c'est ce qui amène pour moi à la passion tous les jours. Et donc je voudrais que tu te présentes et nous expliques pourquoi tu t'es lancé dans ce que tu fais. Donc, je m'appelle Amandine Charmant et je suis céramiste. C'est mon atelier. Et pourquoi c'est vraiment un coup de la vie, quoi, un coup de hasard. J'ai travaillé longtemps dans d'autres secteurs Ok. et puis j'ai vécu un burn-out. Et pendant la reconstruction, j'ai découvert la céramique et ça a été comme une évidence. Donc c'est ça qui m'a amené à me dire, à semer la graine, à me dire ça pourrait faire un chouette job. Mais pourquoi la céramique plutôt qu'autre chose? Vraiment, quand j'étais dans cette phase de reconstruction, la céramique, c'est la seule activité qui vraiment me faisait du bien. Ça t'apaisait? Ça m'apaisait, et ça m'apaisait et j'étais dynamique à la fois. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très bizarre pour moi. C'est-à-dire que je sortais de là, je n'étais pas du tout épuisée, j'étais pleine d'énergie, alors que bon, je passais ma vie épuisée. Et vraiment, ça a été comme une évidence. Et puis, j'ai toujours eu un attrait pour la créativité, mais je n'avais jamais considéré que ça pouvait être un vrai métier. Et à ce moment-là de ma vie, comme j'ai tout déconstruit, j'ai déconstruit cette réalité-là aussi. Pourquoi tu ne pensais que ça pouvait pas être un métier? Parce que je croyais qu'un métier, ça devait être quelque chose de très sérieux, d'un peu chiant, enfin voilà, comme comme on nous apprend à derrière un bureau, absolument. Bon, après, dans la réalité des faits, on est quand même beaucoup derrière un bureau, même quand on est céramiste. Mais voilà, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que la créativité pouvait avoir une vraie part dans ma vie, sans compter que j'ai toujours été passionnée par le fait d'agencer les espaces, de vivre dans des endroits inspirants. Et donc, tout ça, voilà, tout ça a fait, en fait, why not? Et j'ai eu la chance d'avoir aussi une prof qui avait travaillé pendant des années au Japon et qui vendait ses poteries et qui était revenue en Belgique pour donner cours. Et donc, je voyais que ce métier, il avait deux aspects. On pouvait vendre et donner cours. Et puis, elle n'était pas du tout porteuse du truc, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc, elle m'a vraiment donné un élan pour me dire, franchement, vas-y, essaye, t'as rien à perdre. En tout cas, t'as plus à perdre à pas essayer, quoi. T'as bien raison. Ouais. Et c'est ça qui est amusant dans ton job comme dans le mien, c'est que à la fois tu as le partage et la satisfaction personnelle de se dire je réalise quelque chose et en même temps je partage mon savoir, c'est gai. Ouais, c'est trop gai. C'est trop génial. Ouais, voir mes élèves évoluer, c'est un bonheur. Et tu préfères quoi plutôt? Créer ou partager? Je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre. En tout cas, il y en a un qui me coûte plus d'énergie. Donner cours est plus coûteux, donc parce que c'est disponible pour les gens, être à l'écoute, un peu s'oublier pour se mettre au service. On va dire que la partie création me régénère un peu plus. Donc, mais à la fois, je pense pas que je serais tranquille d'être seule tout le temps. Donc ça m'apporte beaucoup de liens sociaux de donner cours. Donc, je trouve que les deux activités, elles se répondent vraiment bien. Ça permet d'avoir un équilibre. Un équilibre, pas être toujours toute seule ici, chez moi, au milieu de ma campagne. Voilà. Donc là, j'ai une question d'ailleurs. Tu es céramiste potière, mais là, pourquoi tu aurais pu le faire pour travailler pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Alors là, je pense que c'est un peu mon côté touche à tout, qui aime bien avoir un moyen d'action sur ce qui se passe. Parce que j'ai travaillé avant dans des entreprises, soit où je voyais des dysfonctionnements et sur lesquels je ne pouvais pas agir. Et c'était extrêmement frustrant. Dans quelle structure? En librairie. Ça, c'était vraiment à ce moment-là. Nous, sur le terrain, on voyait des trucs qui pouvaient être des game changers et il n'y avait pas moyen de se faire entendre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je vois tout le temps les pistes d'action, ce serait quand même cool de pouvoir être à la barre. Et puis, j'ai travaillé dans un autre secteur, le secteur bancaire, où là, on est très régi par des normes, des obligations. Et tu faisais quoi dans la banque?
du commercial. Donc, Ok. je recevais les clients et je leur conseillais pour la vie de tous les jours. Et assez vite, je me suis retrouvée en charge des entrepreneurs débutants. Et donc, ça m'a permis aussi de voir à quel point c'est toujours sur les mêmes pierres qu'on bute, quoi. Donc ça, c'était un bagage intéressant pour se lancer, c'est de se dire, j'ai vu par où les autres ils tombent, on va dire. Ok. Et, puis, j'ai eu la chance qu'il existe des structures qui m'ont permis de m'accompagner. Explique justement cette structure Job Yourself. C'est assez intéressant d'expliquer, parce que pas mal de gens ne connaissent pas ces genres de structures qui t'accompagnent et qui t'aident pour pouvoir construire ton projet. Oui, donc à l'époque, quand j'étais en reconstruction, arrêt maladie, chômage, c'est quand même pas si évident de se dire je crois tellement en moi que je fonce. Y a, la céramique, c'est un métier, mais entreprendre, c'est un métier. Exactement. Et donc les deux mis ensemble, j'ai appris qu'il existait des structures comme Job Yourself. Et j'ai fait tout le parcours d'accompagnement, coaching de groupe, analyse de la faisabilité, en fait. Et puis, donc, j'ai suivi ce parcours-là. Après, comme toutes les analyses de faisabilité, je me suis retrouvée confrontée au Covid, je crois, à peu près le lendemain du jour où j'ai signé mon entrée chez Job Yourself. Donc, j'ai compris tout de suite qu'en fait, entrepreneuriat, ça voulait dire faire des plans, changer des plans, quoi. Et donc, là, à l'époque, je ne pouvais plus donner cours du tout. Enfin, Je me souviens. Voilà. Mais je pense, honnêtement, que je ne me serais pas fait accompagner, je n'aurais pas été dans une structure sécurisée comme ça. L'annonce du Covid, je mettais la clé sur le paillasson avant d'avoir travaillé 2 jours, quoi. Et là, d'être dans un environnement sécurisé, je l'ai pris comme une opportunité d'exploration. Exactement. Et voilà, on est quand même 4 ans après le Covid et je suis encore là. Donc, c'est vraiment un parcours qui est intéressant et ça te met tout de suite dans la dynamique de reste pas rigide et figé. Avance et évolue. Avance, change, sois à l'écoute, écoute tes clients, mais écoute tes envies et essaye de trouver quelque chose qui fait le lien entre tout ça. Et dès lors qu'on est créatif, normalement, on ne doit pas être effrayé par le fait de devoir trouver de nouvelles idées, quoi. Je le vois d'ailleurs sur ta page Instagram que ça ne manque pas les idées en tout cas. Ça aussi, hein. Franchement, Instagram, ça a été des mois et des mois à râler, à dire ça marche pas, l'algorithme il est méchant, il m'aime pas. Pourquoi tu disais ça? Parce que je publiais et il se passait rien, il n'y avait pas de réaction. Je suis restée 2 ans et demi à 800 abonnés. Donc vraiment un truc stagnation. Et à un moment, je me souviens, c'était le jour de mon anniversaire, je me suis dit, maintenant cocotte, soit tu arrêtes Instagram et tu trouves une autre solution, soit tu te formes, tu fais les choses sérieusement. Et puis quand tu auras été prendre les informations chez les bonnes personnes et que ça marche toujours pas, tu pourras dire qu'Instagram t'aime pas, quoi. Et là, j'ai commencé un travail avec une coach. Okay. J'ai changé complètement ma vision par rapport à Instagram. Je me suis dit, c'est plus une façon de chercher mes clients, c'est une façon d'explorer ma créativité rapidement. Puisque la céramique, c'est long comme processus. Sur Instagram, je peux avoir une idée et elle peut être publiée dans l'après-midi. Oui. Et donc, je me suis dit, prends-le comme une source d'épanouissement créatif. Et en 1 an, j'ai fait plus que x3 ou x4. Ah oui, quand même. Oui. Je suis passée de 800 à 3000, presque 3500 abonnés en 1 an. Juste en comprenant ce que je faisais, en le faisant en m'amusant et en écoutant les conseils des gens qui savent, quoi. Parce que, il y a un moment donné, on peut, même si quand on est petit entrepreneur comme moi, on est souvent obligé de faire tout seul et que je n'ai pas forcément les moyens de tout déléguer à quelqu'un, mais j'ai les moyens de me former. Et ça, c'est un peu le meilleur conseil, hein, s'accompagner quand on peut, ou pour les choses qui sont pénibles, qu'on n'aime pas faire, et pour les choses qu'on aime bien faire, mais en fait, qu'on ne sait pas encore bien faire, aller se former, et puis ne pas prendre les formations comme quelque chose à appliquer à la lettre, mais voilà, c'est un outil, voilà. Ça c'est vraiment ce qui a changé complètement mon état d'esprit vis-à-vis d'Instagram.
Et il me le rend bien, quoi, en fait. Et ça donne bien. Et j'ai aussi, je pense que c'est un atout majeur pour les réseaux sociaux, c'est d'arrêter de penser qu'on parle à une machine, mais on parle aux gens qui sont derrière. Et ça a tout changé. Quand je me suis dit, quand je fais une publication, je ne le fais pas pour que Instagram la montre, mais je la fais pour que si une personne derrière trouve ça chouette, j'ai gagné, d'un coup, plein de gens vont commencer à trouver ça chouette. Parce que la stratégie de ton entreprise, c'est la stratégie de ta façon de vivre, c'est tes valeurs que tu mets, c'est tes tripes que tu mets sur la table. Et puis les gens, ils le sentent. Hein. Si on ne parle pas à une personne, mais si on fait du contenu genre téléguidé, fake, organisé. voilà, on le sait bien. Hein. Avec mon compagnon, je fais une petite digression, mais on rigole toujours quand, par accident, on est en train de zapper et on se retrouve sur la chaîne de télé-shopping. Là. Et on ne comprend pas comment on y est arrivé. Et puis on se demande, mais ça fait combien de minutes qu'on regarde ce truc? Eh bien, ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de provoquer chez les gens. Moi, je n'ai pas envie de kidnapper leur attention. J'ai envie que quelqu'un qui se tourne vers moi, c'est parce qu'il a trouvé, je ne sais pas, quelque chose qui s'harmonise entre lui et moi. De toute façon, j'ai des capacités de production qui sont limitées. Donc, techniquement, je vise une audience qui est limitée aussi et donc qui doit être sélectionnée comme étant vraiment en phase avec ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas la puissance de Ikea, quoi. J'aurais jamais. On a les clients qu'on ressemble. Et on a les clients qui nous ressemblent. Oui, clairement. Et puis, c'est la seule façon de pouvoir parler avec eux de façon fluide, quoi. Génial. Donc, l'adage agir ou subir, tu as choisi ton camp. Oui, ça, clairement, oui. J'ai subi assez et en fait j'ai vu, hein, quand tu subis, tu finis 2 ans à l'arrêt, à te trouver complètement nul. C'est l'expérience du burn-out. Donc je pense qu'une expérience comme ça, on n'a pas envie de la vivre 2 fois. Maintenant on sait qu'il y a beaucoup de burn-out chez les entrepreneurs aussi. Et donc c'est avoir la clarté d'esprit suffisante pour dire stop quand il faut, prendre un pas de recul, se dire j'ai le temps en fait. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et tout ça, ça aide. Et on a des moments de down. Hein. J'aime bien cette idée du marathon. Un marathon, ça se prépare en amont. Je suis bien placé pour le savoir. Et en effet, si tu n'es pas capable à chaque étape de prendre les bonnes décisions et avoir l'humilité de se dire aujourd'hui c'est mon jour, demain ça ne l'est pas, c'est pas grave. Soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, si tu n'agis pas comme ça, dans la longueur, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tenir. Ah non. Et puis, même c'est ce qu'apprend la poterie. Hein. La poterie, elle t'apprend aussi une forme d'humilité. Parce que tu viens avec qui tu es devant ton tour, tu viens avec tes pensées parasites. Tes émotions. Et j'avais vu une vidéo qui m'avait vraiment trop touchée. C'est un vieux potier, un anglais, je crois, genre 70 ans. Le gars commence à travailler depuis qu'il a 14 piges. Donc, je veux dire, son job, il le connaît. Et il explique que lui, tous les matins, il arrive dans son atelier, il prend une petite balle de terre, il fait un truc simple, un mug. Si ça se passe bien, il va passer la journée à l'atelier. Si ça se passe mal, il va aller au jardin. Et c'est aussi accepter ça, parce que j'ai pas envie d'être en lutte, quoi. Ça sert à rien. Et puis, au final, je vais avoir quoi? Un problème technique, je vais me casser la figure et je vais faire tomber toutes mes pièces. Ça va te bouffer, voilà, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Et tant qu'elle est de mauvais poil, autant aller faire la compta, quoi. Je veux dire, elle n'a pas besoin que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur c'est très factuel. Par contre, ici, la céramique, c'est quand même... c'est sensitif, il y a quelque chose, il faut de l'inspiration, une forme, c'est quelque chose qu'on va avoir dans les mains, que les gens ils vont tenir longtemps, ça va être un objet intime. Enfin, tout ça fait que mes clients ils méritent d'avoir un objet qui a été fait dans des conditions agréables, quoi. C'est génial. Enfin, c'est la base. Donc moi quand je rejoins, et ça me fait penser à un truc dans ton idée, le fait d'avoir une stratégie claire, est-ce que tu sais ce que tu veux, même si on ne sait jamais à quel horizon les problèmes qui pourraient se présenter. Ça me fait penser au livre que je viens de terminer qui s'appelle Concept Company of One, qui dit dedans qu'en fait il y a des établissements qui peuvent tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, et à un moment donné ça craque. Et en fait ils expliquaient que ces grosses structures qui craquent, c'est parce que tout simplement à un moment donné ils sont perdus entre leurs valeurs, la clientèle qu'ils veulent drainer. Et à un moment donné, il n'y a pas assez de remise en question. Et dans le livre, à un moment donné, il racontait l'histoire d'un hôtel qui existe depuis 1300 ans.
il y a des empereurs qui sont passés par là, des chefs d'État, etc. Et le patron disait, moi je n'ai que 30 employés, j'ai 5 stations thermales, mon concept je le connais, les gens vont évoluer, mais je ne veux pas brader mes valeurs pour faire plus d'argent, un peu comme le tourisme de masse, de dire on va faire, on va faire, on va faire. Et en fait il expliquait que même s'il y a eu des périodes très très difficiles dans son business, dans son entreprise, le fait d'être resté en adéquation avec ce que tu veux faire fait que sur le temps, tu as une cohérence, tu vois. Et c'est ça quand on partageait, je pense à tout ce qu'on discutait pendant le Covid, à ton projet, à toutes tes difficultés. Il y a encore quelques années, c'est quelque chose que je ne comprenais pas parce que en fait, je me dis, ouais, les entrepreneurs, toujours à se plaindre, toujours à bouder, etc. Mais quand tu es dans ce même état d'esprit où tu te rends compte qu'on vit les mêmes difficultés, même si on ne fait pas les mêmes métiers, moi, je trouve que quand on a les mêmes valeurs et qu'on veut aller vers la même chose, c'est-à-dire faire plaisir à nos clients et se sentir bien, moi je pense qu'on réussit une partie, même s'il faut ramener de l'argent, sans argent, on ne sait rien faire. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment aussi une question qui s'est posée quand j'ai commencé à avoir une liste d'attente qui s'allongeait pour mes cours. J'avais deux options. Ici, on est à la campagne, on pourrait se dire il n'y a pas de demande. Si, la demande est folle. Il y a une demande. Pourquoi cette demande est folle? Je crois que c'est post-Covid Okay. aussi, le besoin de prendre soin de soi, de s'autoriser une bulle de 3 heures de pause. Okay. Il y a aussi les réseaux sociaux qui font qu'on voit beaucoup des poteries, des vidéos de poterie, et donc on voit le côté un peu spectaculaire d'arriver à sortir une pièce. Enfin voilà, il y a ce retour à la simplicité, puis il y a ces métiers qui deviennent de plus en plus accessibles, entre guillemets. Enfin, pas le métier en lui-même, mais ces pratiques, elles deviennent accessibles, on a l'idée, on le réalise. Et donc, ma liste d'attente a commencé à s'allonger. Et là, elle se pose une question, quoi. Je fais quoi? Je deviens une école de poterie, j'engage des gens, j'achète un local plus grand, ou pas? Et en fait, est-ce que moi, j'ai envie d'être un employeur? Est-ce que j'ai envie de devenir un gestionnaire uniquement? Je pense pas. Donc, moi, ici, je me suis dit, plus vite j'ai des élèves qui ont envie de lancer un atelier, mieux je me porte, parce que ma liste d'attente, je vais avoir des personnes derrière pour reprendre, voilà. Donc, mais clairement, c'est un moment où tu es face à toi et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je choisis l'argent, je choisis l'équilibre, mais pas que l'argent et les soucis, apprendre un nouveau métier que je ne connais pas, gérer des équipes, etc. Et tant pis si c'est encore un peu dur pendant un moment, mais je suis au clair sur le fait que mon équilibre, il passe par le fait de pouvoir continuer à créer et que aussi j'ai des élèves qui viennent ici pour moi, pas juste pour la poterie, non, pour moi, parce qu'en fait, ils peuvent aller, il y en a sûrement ailleurs. Bon, je pense que j'ai aussi une liste d'attente qui a explosé justement à cause du Covid, c'est-à-dire que comme je ne pouvais pas pratiquer, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est faire un site internet. Je suis un peu geek sur les bords, donc j'ai bien aimé faire un bon site internet et je me suis retrouvée en top résulte sur Google, et donc ce qui fait que chaque fois que quelqu'un tapait cours de poterie, il arrivait chez moi, quoi. Oui, mais ça veut dire aussi, c'est ça qui est affolant, c'est que cette période qui était si difficile, le Covid, tu avais deux solutions de le voir. Soit tu voyais ça en baissant les bras, en me disant le monde tombe, soit tu te dis je vais m'adapter, je vais me réinventer en tant qu'entrepreneur, et ça t'a permis d'exploser. C'est ça. Mon site internet, il était prévu dans mon plan un an après. Je me suis dit, bon, on est demain, je fais mon site internet, que faire? Et avec ça, que faire? Il y avait, voilà. Ce qui veut dire que ça veut dire que, et c'est ça qui est beau à entendre, c'est que ta stratégie de croissance est bien réfléchie. Tu aurais pu, comme tu disais, quasiment faire venir des cars et avoir des élèves les uns derrière les autres, mais c'est pas cohérent sur le long terme avec ce que tu avais envie de véhiculer. En tout cas, je me suis vraiment posé la question, parce qu'il ne faut pas rester complètement rigide et figé. Et peut-être que j'aurais pris d'autres décisions si j'avais eu des enfants à nourrir. Voilà. Donc, toutes ces décisions, on les prend avec qui on est, là, maintenant, et ce qu'on sait de soi, quoi. Mais je ne regrette pas, en tout cas, de ne pas avoir pris le train d'exploser la taille de mon atelier, de devoir aller louer ailleurs. Et par rapport à ça, tes clients, que tu as dû leur dire non, que tu as dû freiner, comment ils le prennent? En fait, ce n'était pas encore mes clients. Ok. Oui, parce que tu n'étais pas encore actif. Voilà. Et puis surtout,
c'est des gens qui viennent et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une liste d'attente, histoire de pouvoir quand même répondre à une petite demande. Dans cette liste d'attente, elle était suivie d'un questionnaire assez précis. Donc, c'est quoi? C'est en semaine, c'est en soirée, c'est une fois de temps en temps, c'est fréquemment. Et donc ça me permet à chaque fois de... Quand j'ai vu ce qui apparaissait massivement sur la liste d'attente, c'est comme une étude de clientèle, quoi. Et donc après ça, j'ai pu adapter mes offres et je continue à faire ça hors liste d'attente. Aujourd'hui, je suis un peu plus cash sur mon site internet. Il est vraiment mis, c'est complet. Peut-être qu'il y aura des places l'année prochaine, mais la liste d'attente est fermée. Les choses sont claires. Voilà, je suis beaucoup moins en train d'essayer d'amener de nouvelles personnes. J'espère trouver un certain nombre de céramistes vers qui je peux renvoyer, mais on est tous assez bien dans cette situation où on arrive à un seuil assez complet. Mais je continue à cette démarche, quoi, tous les ans, à mes élèves réguliers. J'envoie un sondage en demandant l'année prochaine, vous rêvez quoi pour l'atelier? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà. C'est bien, ça veut dire que tu apprends, même si tu pourrais vivre sur tes acquis, tu as envie de faire évoluer ton business parce que tes clients changent et leurs attentes changent aussi. Forcément, mes élèves, j'espère, ils évoluent, puisqu'ils viennent chez moi. Et donc, j'ai pas envie que... Parce qu'il y a je trouve un aspect qui peut être un peu l'inconvénient de tout ce qui est, entre guillemets, marketing relationnel. C'est qu'à un moment, on se sent plus libre de partir, quoi. Or, comme attaché, et j'ai pas du tout envie de ce type de relation. J'ai envie qu'on vienne parce qu'on a l'élan et qu'on puisse s'écouter et se dire, en fait, l'année dernière, je venais une fois tous les 15 jours. L'année prochaine, je viendrai bien en fait une fois tous les mois ou tous les mois et demi. Je pense que ce sera mieux pour moi parce que j'ai d'autres projets, parce que les attentes sont différentes. Voilà, mais en même temps, j'ai besoin de le savoir de mon côté. Pour pouvoir ouvrir à de nouvelles personnes, oui ou non, changer un peu mon offre, proposer toujours de la stimulation, parce que je pense qu'on vient dans un cours pour apprendre, mais pour être inspiré aussi. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est super important de continuer à créer, parce que je me vois mal être juste la prof qui transmet tout le temps la même chose, mais sans apporter quelque chose d'elle-même en plus. Et voilà. Et toutes ces idées, elles te viennent d'où? De tes créations? Parce que tu es inspiré par ton cadre de travail, par rapport à des lectures, par rapport à... Ça vient de partout. Hein. Franchement, ça va venir d'une série que je vois, une forme que je vois à l'arrière-plan. Parce que Chérie, arrête. Je suis devenue la spécialiste de compter les pots qu'il y a sur toutes les... Ah ouais? C'est hallucinant. J'adore les séries américaines qui se passent dans des très belles maisons parce qu'ils ont des très beaux objets. Et voilà, donc ça peut être... Sinon, ça peut venir d'une histoire qu'on me raconte. Voilà, c'est très difficile de dire qu'il n'y a qu'une seule source. Ça peut être une texture, ça peut être un moment, la façon dont la lumière va tomber sur un objet et me dire ah oui, je voudrais faire ça, un moment de vie. Et puis ça part énormément. Ça, c'est vraiment peut-être le truc numéro 1. C'est quoi que j'ai envie de mettre chez moi, quoi. Si j'ai envie, si je me dis... Tu le testes chez toi avant de... Quasiment toujours. Ouais. Quasiment toujours. Je me vois pas... j'aime pas faire... de la copie de grandes industries ou de choses comme ça. Au début, ça m'arrivait, hein, on m'envoyait des mails, bonjour, vous voulez bien me faire une commande? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, on m'envoyait un truc comme Pinterest. Ce design-là, oui, c'est ça. Ouais, pourquoi vous achetez pas chez cette personne, en fait? Si elle le fait, achetez. Oui, mais elle est trop chère. En fait, moi, je suis pas une copieuse, quoi. Je suis pas les mains au service des idées de quelqu'un, je suis des mains au service de mes idées. Et je pense que ça, c'est aussi un énorme switch par rapport à mes premiers jobs. Tant à la librairie qu'à la banque, un client il vient, il dit bonjour, je voudrais un conseil, tu regardes ce que tu as et tu dois trouver quelque chose pour lui, adapté à lui. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, j'essaye d'attirer à moi des clients qui vont être en phase avec ce que je fais et ils doivent choisir parmi ce que j'ai. D'où le fait qu'on a des clients qui nous ressemblent. Voilà, c'est ça. J'ai plus envie de faire de la commande sur mesure. Peut-être que dans quelques années, je le ferai, mais aujourd'hui, c'est pas réaliste.
avec mes autres impératifs. C'est-à-dire que j'ai mes élèves, ça c'est des choses qui doivent tourner comme ça. Et donc parfois je vais produire beaucoup pendant une semaine, parfois je vais rien produire pendant 3 semaines. Et j'ai envie d'avoir cette liberté dans ma création. Donc on va dire que j'ai une partie de mon métier où je suis stricte et organisée. C'est vraiment ma partie prof. Okay. Et puis une partie où je suis spontanée. Et c'est, je crois, ce dont ma créativité a besoin pour s'exprimer correctement. Voilà. Ça me fait penser à un truc que Marc Simoncini disait. Il y a des entrepreneurs qui réagissent tout le temps à plus. Et puis, tu en as d'autres qui vont dire mais. En fait, toi, tu as trouvé le bon compromis entre je veux avoir un projet qui soit de plus en plus abouti par rapport à mes valeurs, mais en même temps, je suis conscient qu'il y a des blocages parce qu'on n'a que 24 heures sur une journée, j'ai certaines attentes, certaines obligations. Et je pense que quand tu arrives à avoir cette stratégie dans le temps, tu as une clientèle qui te ressemble, tu es en adéquation avec toi-même, et donc les gens le ressentent et inévitablement, les affaires se mettent toutes seules. Tu parlais tantôt d'Instagram, il y a des questions d'ordre stratégique, mais je pense que derrière, les gens le sentent. Les gens en parlent ça en disant « j'ai été chez cette personne-là, la manière dont elle travaille, la manière dont elle agit, c'est exactement ce que j'ai parce que je me sens en phase. » Et ça, ce sont des clients qui me font cette remarque. On sent qu'il n'y a pas d'entourloupe, tu vois, tu n'es pas là pour vendre ta camelote, toi tes produits les plus chers ou ta formation la plus chère. Tu essayes vraiment en communication de se dire « moi, je peux proposer ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Est-ce que ça vous convient? Comme ton histoire, tantôt, tu aurais pu vendre avec ta signature, le truc un tout petit peu moins cher et tu aurais passé la commande. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Ah, bah, clairement pas. Mais effectivement, c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble depuis le premier jour, quoi. Je veux dire, quand tu peux te sentir écouté, te dire, bah ok, ça on fait pas tout de suite, ça on fera plus tard, je crois quand même que c'est bien, mais réfléchis, tu te sens pas arnaqué, tu te dis... j'ai un problème, j'ai quelqu'un qui s'y connaît, bon, même si moi je ne suis pas complètement ignorante en assurance. Tu connaissais déjà le milieu. Mais alors, je suis ignorante en assurance pour les professionnels. Donc, Alors, je vais te poser cette question, pourquoi je suis ton courtier d'assurance? Indépendamment des circonstances qu'on se connaît par intermédiaire des coopératives d'activité, mais qu'est-ce qui fait que 5 ans, 6 ans après, c'est moi qui suis ton courtier d'assurance? Qu'est-ce qui a fait que... au départ, c'est vraiment le relationnel. Hein. Tiens, je te le conseille. Mais bon, après, on aurait pu faire un entretien et que je signe pas. Hein. Donc, déjà, le fait qu'on peut travailler à distance, parce que moi, je suis loin, je suis fort occupée. Et donc, à distance, mais on prend le temps. Ça, je trouve, parce que parfois, les visios, c'est expéditif, non? 15 minutes, 30 minutes, tu t'en vas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Donc ça, c'est vrai aussi. J'ai été trop surprise que tu sois si grand, parce que je t'ai jamais vu autrement que derrière une table comme ça. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai l'impression de te connaître. Je te suis aussi sur Instagram, donc parfois ça me fait penser à un truc en me disant tiens, et puis on a un entretien annuel, donc j'ai pas l'impression que les contrats ils sont signés et puis que c'est bon pour une fois pour toutes, parce que j'espère que mon entreprise va évoluer et que donc tu pourras adapter tes conseils en fonction de mes évolutions. Et à la fois je me sens pas mise sous pression, parce qu'il y a des choses que je sais qui sont super importantes en assurance que je devrais faire. Aujourd'hui, j'ai pas l'opportunité, ou en tout cas, c'est pas encore arrivé en top priorité. Tu m'en reparles, tranquille, mais sans que je me sente presque tu devrais faire un autre choix. Je pense que tu fais pas les bons choix. Non, c'est moi le maître à bord de mon activité. Par contre, tu vas jamais hésiter à me dire quand même là, je pense bien que ça te ferait pas de mal de penser à ça, quoi. Et donc ça, je crois que c'est ce qu'on cherche quand on est entrepreneur, c'est des vrais partenaires, quoi. Voilà, et spécialistes dans leur domaine. Et c'est la même chose avec ce dont je parlais, les coachs. C'est primordial. Je crois que l'erreur la plus importante, c'est de se dire, ok, je suis chef d'entreprise, mais je ne suis pas tout seul, quoi. Et c'est une charge mentale qu'on peut s'enlever. Et je remonte encore sur ce que tu dis. Et c'est ce qui a fait que je pense que maintenant les choses avancent bien dans mon entreprise. Même si on parlait de croissance, je pourrais sur une croissance être plus élevée.
Parce que ma femme me dit souvent, mais c'est bien, il y a plein de gens qui disent bien, mais tes choses avancent tout doucement. Parce que si on n'est pas fidèle avec ce qu'on veut faire dans son business, à un moment donné, moi je pourrais, comme je dis souvent à mes enfants, moi je ne pourrais pas me regarder dans une glace. Parce que mes enfants me disent, oui, les gens viennent chez toi, maintenant, propose un truc ou deux, t'en vas peser. Et je dis non. Le premier client qui m'a permis de commencer à jouer au client, on est à tel montant, à tel numéro maintenant, pour moi, hein, si on prend un client, on doit respecter les gens avec qui on travaille. Et donc je dis à mes enfants, je fais toujours le principe de ma dinette, je te montre toujours ce qu'il y a dans mon magasin et tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et souvent les clients me disent, oui, mais vous êtes bien gentil, vous dites ça maintenant parce que j'ai encore rien signé, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que j'ai rien signé. Oui, moi je vous explique, si vous n'en voulez pas, c'est pas grave, prenez la porte, moi j'en ai pas besoin. Mais les choses, c'est que si tu respectes les choses, que tu es cohérent aujourd'hui, demain et après-demain, franchement, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah oui. Et c'est ça qui me fait rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Je donne des cours à des gens pour faire finalement mon métier, mais tu ne crées rien avec ça. Tu ne diras pas, ah, il y a d'autres personnes qui connaissent mon métier maintenant, qui pourraient à ce moment-là. Absolument pas. Mais souvent si, tu as deux types de catégories d'entrepreneurs. Tu as ceux qui vont se dire, moi je dois grandir, moi je dois grandir, moi je dois grandir. Moi j'ai toujours appris à mes enfants, si tu veux grandir, il n'y a pas que moi qui dois gagner, tout le monde doit gagner. Ah oui, clairement. Si toi tu gagnes de l'argent, que ton business fonctionne bien, tu auras des besoins. Si tu as des besoins, les choses vont avancer, évoluer. Et je pense que c'est dans l'intérêt commun. Si les business de chacun évoluent et vont dans la bonne direction, tout le monde peut avoir sa part du gâteau et tout le monde peut y gagner. Ah bon, oui, et de toute façon, quand on part de soi, personne ne sera moi, quoi. Donc, personne ne me met en danger, quoi. Donc, je peux effectivement partager toutes mes connaissances librement, sans craindre quoi que ce soit. Bien au contraire, il y aura de monde qui comprend ce qu'est la céramique artisanale, le travail que ça représente, plus on aura du monde qui sait pourquoi c'est pas le même prix que dans les grandes enseignes. Ils auront compris l'intérêt. Ils auront compris l'intérêt, mais aussi les réalités de mon métier. Pourquoi mon processus est lent, parce que je suis seule, parce que les choses sont faites dans le respect, et parce qu'il n'y a pas des personnes à l'autre bout du monde qui sont en train d'être vivre une vie que nous, on ne voudrait pas vivre, en tout cas. Voilà. J'ai une mauvaise question à te poser. Si un jour tu devrais retourner dans le salariat, est-ce que ça serait possible? Je crois pas. Peut-être, mais alors un job possible. En tout cas, l'envie n'est pas là. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais me laisser crever de faim? Je ne crois pas. Donc, si vraiment un jour j'en avais un besoin impératif, oui, sans doute, mais je ne sais pas du tout dans quel contexte. Okay. Franchement, honnêtement, chaque fois que j'ai un passage à vide, je me propose cette option et je la mets sur le côté assez rapidement, quoi. Voilà. J'y pense aussi de temps en temps en se disant, si on pourrait gagner sur certains aspects, se rendre une vie peut-être plus confortable, mais je pense que la liberté qu'on a de pouvoir faire ce qu'on a envie, même si on a tous des contraintes, je pense que c'est quand même le plus beau luxe qu'on puisse avoir. Ah oui, enfin tout. Et puis c'est toujours c'est sans jugement, quoi. Hein. Je peux tout à fait comprendre que quelqu'un fasse un autre choix. Je pense que c'est vraiment le fruit de mon parcours. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai un espèce de warning. Fais gaffe, si t'es pas aligné à tes valeurs, tu tombes, quoi. Et donc du fait de mes expériences, et donc tomber, j'ai plus du tout envie de m'effondrer comme ça m'est arrivé. Et voilà. J'ai une petite question encore. Si on pouvait revenir dans le temps et tu croiserais la petite Amandine qui avait 5 ans, quel conseil tu lui donnerais si tu lui en donnerais un? Oh là là. Peut-être pas, hein, mais... Non, je vois pas très bien ce que je crois que ce que je lui dirais, c'est d'apprendre plus vite à dire non. Pourquoi? Parce que, tu vois, on m'a beaucoup appris choisir, c'est renoncer, etc. Et ce truc-là me chiffonnait à fond. J'aimais pas dire non, quoi. Okay. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai un peu transformé. Donc c'est bizarre que je dise apprendre à dire non, mais en fait, mieux choisir, c'est oui. Ok.
tes combats, choisir les Voilà, combats et les et choses en importantes fait, pour toi. les non, ils découlent des grands oui que tu as donnés, quoi. Hein. Donc, si t'es vraiment, si ton oui, c'est un vrai oui, quoi, Ok. un truc qui te tire, bon, bah alors tous les petits noms qui viendront Oui. avec, ça marchera. Et puis, peut-être aussi, c'est bien de. Je fais partie de ces gens qui ont toujours voulu éviter de décevoir du monde. Mhm. Mais ça les a jamais empêchés de se décevoir eux-mêmes, quoi. Et donc, je pense que apprends à te dire que toi, tu fais partie de tous ces gens que tu veux pas décevoir, quoi. Ah, ouais, bien. Et ça, c'est peut-être un des meilleurs conseils. Quand j'ai commencé à me parler à moi-même, comme je parlerais à ma sœur, Mhm. ma relation avec moi-même, elle s'est vachement améliorée. Hein. Parce que ma sœur, je lui dirais jamais, et tu pourrais te bouger un peu les fesses, cocotte. Je lui dirais, tu as fait le mieux que tu pouvais, à mon avis, tu peux t'améliorer, mais je serais beaucoup plus bienveillante, quoi. Et donc, c'est peut-être ça, que la petite voix dans la tête, si elle pouvait être sympa, ça gâche rien. Hein. Loin de là, d'ailleurs. Hein. Ça facilite franchement le fait d'avancer. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a encore un point que tu voudrais discuter encore? Oh. Ouais, peut-être qu'est-ce qui t'a fait comme ça, avoir l'envie d'envahir Internet? Parce que franchement, ouais, j'adore voir cette... Ben, au départ, c'était une sorte de thérapie personnelle, parce qu'en fait, ça arrivait à un moment de ma vie où j'ai pu réaliser mon rêve de devenir entrepreneur. J'ai la chance que ma femme et mes enfants me soutiennent énormément dans mon projet. Ils s'étonnent parfois des trucs un peu fous que je propose dans les podcasts, par exemple. Ah oui, mais c'est une créativité, quoi. Ça a permis de montrer ce qui est possible de faire d'une autre façon, mais ce qui est surtout amusant, c'était de se dire que c'était une sorte de forme d'apprentissage et une façon d'apprendre à se connaître. Et je me suis dit, à un moment donné, on va pas tirer sur la corde pour dire on fait un podcast pour faire un podcast, mais c'était l'idée aussi de dire que dans mon métier, à la fois, ben, il y a les raisons qui font que je suis ce que je suis et les valeurs que je dégage et que je veux dégager dans la longueur. Et je me disais qu'on peut raconter ma popote interne sur qui je suis et ce que je fais comme courtier et pourquoi mon entreprise. Tu as tout l'aspect procédure, mécanisme des compagnies d'assurance, qui est un truc qui est très très obscur, où les gens se demandent ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai tourné un podcast là-dessus pour expliquer un peu ce qui se passe. Et je me suis dit finalement, il y a une chose essentielle dans ce triangle entre les compagnies d'assurance, moi en tant que courtier, c'est les entrepreneurs. Et qu'est-ce qui m'anime à travailler avec certains entrepreneurs plutôt que d'autres? Parce que quand j'entends mes enfants qui me disent, papa, t'es resté longtemps au téléphone pour discuter de ça. Et ils me disent souvent, les enfants, mais en fait, tu discutes avec les clients, mais tu ne discutes pas d'assurance. Tu discutes de ce problème-là, de les aider sur tel aspect. Mais parce que j'ai expliqué qu'en fait, dans mon métier, on rentre en partie dans la vie des gens et on a un rôle qui, pour moi, est tellement important, tellement négligé, où on se dit, bah, les assurances, c'est ton tiroir qui est là, on les tape dedans, on referme. Et puis à un moment donné, il y a un sinistre, oulala, on va faire quoi? Et je pense que chacun doit jouer sa partition pour que ça puisse fonctionner correctement, mais derrière aussi, c'est qu'il y a on doit être avec des gens animés et qui ont la flamme. Et c'est pour ça quand j'ai eu cette idée-là en allant courir il y a quelques semaines, je me suis dit, moi je vais faire ça avec Amandine parce que je sais par où tu es passé pour lancer ton business. Ça m'a fait chaud au cœur de participer à mon humble part de ce projet. Hein? Ouais, mais... Et on ne serait pas dans ces lieux si tu m'avais pas sauvé la mise au moment où je devais acheter, quoi. Ouais, Donc, ouais. franchement, c'est plus que fondateur, quoi. Mais ça fait plaisir. Mais oui, mais je pense que j'ai changé aussi mon fusil d'épaule par rapport à ça. Avant, j'avais besoin de... Comme si cette besoin, cette reconnaissance était indispensable. Et j'ai connu ça dans le passé, dans mes boulots dans le salariat, dans la banque ou dans l'assurance, me montrer, sentir exister. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse. C'est le fait de voir la flamme dans le regard des entrepreneurs avec qui je bosse. Je me dis, on peut s'amuser à faire des chouettes choses. Et en même temps, à se dire, waouh, je sais pourquoi je me lève le matin et pas se dire, ah, je vais avoir une réunion avec moi, une plaisante, des gens qui comprennent pas ma vie et travailler avec des gens qui partagent ça. Et ça, c'est génial, quoi. Bah, merci en tout cas, hein, parce que ça me fait plaisir d'avoir pu échanger sur tous ces sujets. Avec grand plaisir. À bientôt, Amandine, et à très vite. À très vite.